Vous écoutez Edwige sur Radio Puisalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Bonjour Edwige, bonjour Pascal. Bonjour mon petit cadounet, ça va? Dites donc, tu commences pas à l'heure là aujourd'hui? Ça c'est pas moi, hein? Tout de suite, là, ça c'est pas moi, c'est pas. J'attends la chef moi à chaque fois, hein? Ça va, il était bon ce café. Ah oui, ça nous a fait du bien parce que c'est vrai qu'il fait très froid, mais enfin bon, c'est ça. On s'est bien réchauffé. Bonjour Pascal. Bonjour les filles, alors ça y est, vous avez fini de vous chamailler? Mais où ai-je mis mon poudrier? Oh oui, non, c'est pas moi qui l'a. Je crois qu'on va faire encore très fort aujourd'hui. Oui, ça va, pourtant on n'a rien bu, hein. Rien que du café. Hein. Ah oui, normalement, oui. Un petit cappuccino au caramel, c'était super bon. Bonjour aux auditeurs hein, et aux auditrices qui nous écoutent sur les 3 fréquences, bien sûr. En ce mardi 6 juin, nous fêtons les saints Norbert. Eh oui, Norbert. Oui. Et il y a justement un dicton qui est vraiment au goût du jour. Les bains que prend Saint Norbert inondent toute la terre. Ah bah tiens. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est bien gâtés. Hein, oui. Là, je reviens de Normandie. Je suis parti ce matin de Normandie pour être avec vous cet après-midi. Eh bien, effectivement, ça alternait soleil, pluie, pluie, soleil, soleil, pluie. Et puis alors, la malédiction de Puisalène, hein, à peine arrivé sur le parking, il faisait beau, à peine arrivé, juste avant de descendre de voiture. Allez, la bonne douche. Ah oui, ça c'est vrai. J'apprécie cet accueil. Régis est parti ce matin sous la pluie. Et puis ben voilà, les arrivées, les sorties sous la pluie. Alors Pascal, aujourd'hui, ben oui, on va parler de jardin. Étonnant. Ça ne nous empêche pas. Hein, je ne m'y attendais pas, parce que nous parlions de jardin. De fleurs, de nature, de soleil. Un petit tour, justement, des différents travaux à faire. Et puis là, j'aurais un petit appel aux auditeurs, parce que le week-end dernier, il y avait au moins 2 opérations d'ouverture de jardin, notamment Bienvenue dans mon jardin au naturel. Donc peut-être qu'il y a des auditeurs qui soit ont ouvert leur jardin, soit sont allés visiter des jardins de la région. Donc ça serait sympathique qu'ils nous fassent partager ce qu'ils ont découvert au cours de ces visites pour nous dire les bons plans aussi, nous dire tiens, il y a tel jardin, effectivement la prochaine fois qu'il sera ouvert, ce sera très intéressant, très enrichissant, je l'ai passé, d'aller les visiter. Donc chers auditeurs, l'émission, c'est aussi à vous de la faire et s'il vous plaît, appelez-nous et partagez avec nous vos merveilleuses balades. Alors là, je vois qu'il y a plein de sorties à faire. Hein. C'est vrai qu'on est au mois de juin déjà. Oui, déjà, oui. Là, je suis en train de regarder un petit peu ce que tu m'as donné, l'agenda, on va dire, l'agenda de sortie. Hein. Allez, le mois de mai, ça y est, c'est passé. Le vendredi. C'est le vendredi 9 juin. Faites passer le troc-plan et diversité au jardin. Oui. Alors, c'est à Janvry. C'est à Janvry, c'est le vendredi, c'est à Janvry. Oui, donc un troc-plante. Oui. Encore, oui, bien sûr. Au mois de juin, le 24 juin, initiez-vous donc au Land Art. Qu'est-ce que c'est à Carlepont? Alors le land art, c'est faire des œuvres artistiques dans la nature, avec ce que l'on trouve dans la nature. Moi, je l'ai fait plus sur les plages. Par exemple, on va ramasser du bois flotté, des galets, des coquillages, et puis voilà, on crée. C'est amusant à faire. Enfin, tout dépend éventuellement dans quel esprit on le fait. Mais là encore, moi, je l'ai fait avec des enfants, et alors ça permet libre cours à la création, et on arrive à des choses assez amusantes auxquelles on ne s'attendait pas. C'est évolutif. Donc c'est vrai que lors d'une sortie en forêt, ça peut être une idée dans une clairière, se dire tiens, on va faire un land art à partir de choses qu'on va récupérer autour de nous. Et en même temps, ça peut être l'occasion d'apprendre à reconnaître, justement, tiens, tel fruit de tel arbre, ça peut venir, telle feuille, c'est tel arbre, tiens, c'est cette trace-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un chevreuil qui est venu manger l'écorce? Est-ce que c'est un écureuil qui a grignoté à cet endroit-là?
Est-ce que c'est un insecte? Est-ce que c'est un ver qui a fait ses traces sur ce tronc? Enfin voilà, il y a plein de choses à faire en même temps de la création, puis se poser des questions. Alors, Pascal, ça se passe donc à Carlepont. C'est le samedi 24 juin. Comment ça se passe? Alors, c'est rendez-vous à la mairie? Je ne sais pas. Là, ça doit être sur inscription, certainement. Ah oui, parce qu'on n'est pas tout seul, je pense. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lieu, c'est parce que c'est sur inscription. Sur inscription. Donc voilà, on va rappeler toutes les choses que l'on peut faire et ensuite on rappellera certainement le numéro de téléphone justement pour vous inscrire. Le vendredi 30 juin, événement festif de clôture autour de la cuisine des fleurs. C'est toujours à Janvy, à partir de 18h30. Et au mois de juillet, le samedi 8 juillet, eh bien, un événement festif de clôture autour d'une soupe zéro déchet à partir de 18h30 et c'est à Noyon. Oui, alors les soupes zéro déchet, c'est notamment utiliser tout ce qui est fan, voire épluchure pour faire une soupe. Les épluchures de radis, une soupe avec des feuilles de radis, ça fait un peu comme une soupe au cresson. Même les fans de carottes peuvent être utilisés. Voilà, c'est ça, c'est le but, c'est de ne pas mettre à la poubelle et d'utiliser. Donc on va rappeler la date. C'est un Ah non, j'allais dire un lundi. Non, c'est le samedi 8 juillet, donc à Noyon. Et effectivement, tu avais raison, le numéro de téléphone, donc pour s'inscrire, parce que renseignements et inscription, le 03 23 80 03 02. Voilà, c'est toujours le numéro unique pour tout ce qui est organisé par les CPIE, les Centres Permanents d'Initiative pour l'Environnement. 03 23 80 03 02, c'est effectivement un numéro de téléphone dans l'Aisne, mais qui centralise tout ce qui se passe sur les 3 départements Picard. Je parle encore de Picardie, ça veut encore dire quelque chose, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Oh oui, bien sûr. Et puis quand la cuisine des fleurs, là c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir, on peut faire des petits bonbons avec des pétales. Alors ça peut être justement avec une eau sucrée, ou alors plutôt même on prend soit une fleur entière, si c'est une fleur de petite taille, par exemple des fleurs, pourquoi pas un petit peu de lavande, ou alors des pétales de rose. On va les passer dans du jaune d'œuf pour mettre un collant, et puis après on va passer ça dans du sucre. Puis le mettre au four, alors à très basse température. Le but, le passage au four, c'est simplement de dessécher, donc il ne faut pas du tout cuire, c'est simplement déshydrater. Tu l'as déjà fait? Oui. D'accord. Alors il faut même pas aller jusqu'à une caramélisation, quoi. Il faut pas que le sucre fonde vraiment complètement et devienne brun, il faut que ça reste blanc. Parce que sinon on risque aussi de perdre les parfums si on chauffe trop. Donc ce qui peut être bien, c'est de mettre un four vraiment à très basse température et même avec la porte entrouverte pour permettre l'évacuation de la vapeur d'eau, puisque le but c'est de bien déshydrater. Et ça, c'est des petites curiosités. Alors ça peut se faire, mais là en ce moment trouver des fleurs de violette, ça me paraît très difficile, mais ça peut se faire avec de la fleur de violette. Je pensais à la fleur de romarin, mais le romarin c'est pareil, ça fleurit beaucoup plus tôt. Oui. On peut utiliser, si on en trouve encore, des fleurs de prime vert, parce qu'il y en a qui sont très parfumées. Mais vous pouvez essayer, toute fleur qui a du parfum, vous pouvez le faire avec ça. Après on peut faire simplement des sirops avec les fleurs. Donc là avec une eau sucrée. Et ça peut se conserver. Alors au froid, il faut mieux le mettre au frais si on ne l'a pas stérilisé, quoi. Et on peut le faire avec différents taux de sucre. Ça peut être avec du 10, 20, 30, 40 jusqu'à 50% de sucre. Je l'avais fait justement en variant les gradients de sucre. Alors plus ce sera sucré, plus ça pourra se conserver facilement, puisque il n'y aura pas assez d'eau libre pour que des champignons ou des bactéries se développent bien dans le sirop. Donc là, on fait un jus sucré, on chauffe en fait. Oui. On chauffe l'eau et le sucre et on y plonge aussi soit des fleurs entières, soit des pétales, et après on filtre pour ne garder que le jus sucré sans les pétales. Le but, c'est au moins d'y aller une fois pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Et puis des idées, parce que si on a la base d'une fleur, on peut le faire avec toutes les fleurs que vous avez dans le jardin. Enfin, si elles sont non traitées, comestibles. Voilà. Oui, alors comestibles, effectivement, non traitées. Ouais. Et après, tout ça, c'est toujours pareil. C'est intéressant parce que ça donne libre cours à l'imagination. On connaît la technique. Et après, on rencontre telle fleur, on se dit, ah ouais, tiens, je trouve qu'elle a un parfum intéressant. Je vais le tester.
D'accord. Ah non, là, je dirais, c'est nos limites. Alors, je pense que c'est une dame ou un monsieur qui ont de l'expérience et qui savent avec quoi on peut utiliser justement pour la cuisine. D'accord. Voilà. Et ça encore, ce sont des choses qui sont passionnantes à faire avec les enfants, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. En même temps, quand on fait une recette comme ça, quand il faut mesurer des quantités d'eau, peser des quantités de sucre. Donc ça fait faire un peu de calcul, ça fait faire des mesures. Après, quand on veut faire les fleurs bonbons, donc ces fleurs entourées de sucre que l'on passe légèrement au four, ça demande quand même une certaine dextérité, une certaine délicatesse. Donc une petite maîtrise, faut pas venir comme un foufou. Voilà, ça apprend aussi à maîtriser ses gestes. Alors on prend des notes, bien sûr, quand on va à un atelier comme ça, on prend des notes et puis comme ça on peut éventuellement le refaire à la maison avec les enfants, les petits-enfants. Voilà, tout à fait. Bien. Alors là, je pense que j'ai tout dit puisque jusqu'au samedi 8 juillet, après il n'y a plus rien. C'est les vacances après, je pense. C'est ça. Après, on arrive effectivement les vacances. Dans les saisons de vacances. Donc, il y a d'autres choses qui sont proposées par d'autres organismes. Oui. Là, faut se renseigner sur le site du CPIE. Vous avez justement aussi le calendrier de tout ce que proposent toutes les associations d'environnement dans le département de l'Oise, par exemple. Si vous allez sur CPIE 60. Oui. Vous avez un calendrier qui est édité régulièrement, que vous pouvez imprimer si vous voulez, qui est en PDF. Et là, ça regroupe vraiment toutes les associations, pas que les activités des CPIE, sur des balades nature ou autres. Ah, d'accord. Donc là aussi, pour des sorties avec des enfants, il peut y avoir des choses intéressantes. Oui, parce que au mois de juillet et août, c'est vrai que les petites sorties, c'est assez sympa. Ah oui, il y a toujours des choses qui sont proposées, notamment des sorties en forêt. On a la chance d'avoir quand même un patrimoine naturel intéressant. Donc il y a toujours des propositions qui sont faites. Donc là, le numéro de téléphone, c'est le même, les Jardins sans mêle, URCPI, donc de Picardie. Et puis là, on a toutes les informations en ce qui concerne justement les sorties. Alors, quand on appelle l'Union régionale des CPIE, c'est quand même plus pour les activités spécifiques CPIE. Mais en allant sur le site, là, je parlais notamment du CPIE de l'Oise, CPIE 60, il y a une rubrique avec toutes les activités des associations d'environnement, toutes les sorties ou autres types d'activités qui sont proposées. C'est regroupé mois par mois. D'accord. Et c'est réédité régulièrement. Alors, en parlant justement de sites, j'avais déjà évoqué, je ne sais plus si c'est la dernière fois ou le mois encore d'avant, la possibilité de se renseigner sur la progression des insectes ravageurs ou des maladies. Il y a des bulletins qui sont édités régulièrement. Donc j'avais dit que vous pouviez aller voir. Alors vous étonnez pas si aujourd'hui j'ai tendance à bégayer, à bafouiller, voire peut-être m'endormir. C'est vrai que c'est pas la très grande forme. Il va falloir qu'on te réveille un petit peu, Pascal. Mais non, on va s'en charger. Bon, très bien. Moi, je sais que je peux me reposer sur vous. Il n'y a pas de problème. Il existe des bulletins de santé végétale qu'on peut retrouver soit sur le site de la Chambre d'agriculture de Picardie ou de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Et ça vous donne, c'est réactualisé tous les mardis soirs. Donc dès demain matin, vous pourrez aller trouver le nouveau bulletin. En ce moment, vous trouvez le bulletin du 31 mai. Oui. Et dès demain, je pense que ce sera en ligne le bulletin qui aura été réactualisé aujourd'hui. Et ça vous donne des indications justement sur quelles sont les maladies qui sont en cours, quels sont les insectes qui en ce moment. Ça peut permettre justement de se préparer à ces attaques, de se prémunir. Les limaces sont de sortie. Ah bah là avec Qu'est-ce qu'elle a, mon petit cadeaunet qui me fait signe? Nous avons un appel. Bien, un monsieur ou une dame? Non, c'est une dame. C'est Janine de Tourotte. Janine, eh bien on va prendre Janine de Tourotte. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Bonjour Edwige, bonjour monsieur. C'est Pascal, bonjour ce sera plus simple. Oui. Voilà. Moi je vous téléphone au sujet d'une clématite. Oui. J'aimerais savoir si ça fleurit plusieurs fois par an. Ah, ça dépendra plutôt des variétés en fait. Comme dans beaucoup de plantes, vous avez des remontantes, des non remontantes. Elle a déjà fleuri cette année, non? Pas encore? Oui, elle a fleuri fin janvier, début février. Ah oui, vraiment. Elle était magnifique, elle a fait 20 grosses fleurs. Ouais.
Et depuis, ça fait un genre de petit pompon. Ouais, ben c'est-à-dire c'est normal. Après la floraison, comme toute plante, il y a les fruits. C'est-à-dire que là, ce sont des graines. D'accord. Alors, je n'y touche pas, mais je voulais savoir si ça fleurirait à nouveau. Alors ça, je vous dis, ça dépendrait plutôt des variétés, parce qu'il y a des clématites qui fleurissent plus tard dans l'année. Celle-là est vraiment très très hâtive. Oui, elle a été très précoce et elle est restée fleurie un mois passé. Vous l'avez peut-être plantée dans un endroit très abrité aussi. Je suis en appartement, je suis en HLM et elle était dans le coin à mon balcon. D'accord. Mais alors elle a bien poussé tout le long du mur, elle était morte quoi. Pour cet hiver, il n'y avait plus de traces de fleurs et ça a commencé par des petites touffes aux pieds et elle est devenue magnifique et là elle est encore bien verte. C'est la première année que vous l'aviez plantée, là ? Oui. D'accord. Bah, dites-moi, vous avez vraiment bien réussi, parce que les clématites, des fois, sont un peu capricieuses. Vous savez on dit toujours qu'il faut qu'elles aient le pied au frais et puis la tête au soleil. Donc c'est pour ça, souvent, quand on les met en pleine terre, on met au niveau du pied, par exemple, une tuile cassée pour les abriter, les mettre un petit peu à l'ombre. Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord, oui, donc vous avez été très précautionneuse. Oui, parce que plusieurs personnes, je suis au rez-de-chaussée, alors j'ai le va-et-vient de la rue de Tourotte. Plusieurs personnes m'avaient dit, madame, vous savez, il faut cacher le pied. Parce que là, vous, le balcon, il est exposé au sud ? Il est au soleil. Oui, donc c'est pour ça qu'elle a pu fleurir aussi de bonne heure, protégée par le balcon, et puis un peu la chaleur de l'appartement, et puis la très bonne exposition. Alors elle avait des fleurs couleur lilas, vous savez, un beau mauve, mais elle était d'une beauté. Et 20 fleurs, ça faisait énorme. Tout le pan du mur était fleuri. Et puis surtout, en plus, à cette saison-là où il n'y a pas beaucoup de fleurs, c'est vrai que c'est très agréable. Alors, oui. Du moment que vous laissez les fruits, les graines, là, c'est sûr que de toute façon, elle ne va pas refleurir parce que votre clématite, en ce moment, elle est concentrée justement sur sa fructification, sur la maturation des graines. Donc, son énergie, elle la met là-dessus. Éventuellement, si vous enlevez les graines, peut-être qu'il pourrait y avoir une deuxième floraison, mais ça, je ne connais pas la variété. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, laisser la fructification aller jusqu'au bout, parce que si c'est une clématite que vous aimez bien, vous pourriez très bien essayer un semis après. Oui, puis parce que les fleurs, les feuilles sont restées bien vertes. Oui, bien sûr. Et elles continuent de faire des pousses à certains endroits. Oui. C'est la première fois que je vois ça. Et pourtant, vous voyez, elle est dans un petit bac Riviera. Oui. Je l'arrose environ tous les 3 jours à peu près. Alors, je l'arrose pas au pied, j'arrose aux 4 coins du pot. D'accord. C'est un pot d'assez grande dimension quand même. Oui, il fait 40 sur 40. Alors ça fait déjà pas mal. C'est vous qui l'avez empoté Oui. Alors qu'est-ce que vous aviez mis dans le pot ? Que du terreau. Que du terreau ? Oui. Ça sera peut-être intéressant de penser à mettre un petit peu de nourriture, éventuellement un petit engrais liquide. Bon, pour le moment, c'est peut-être encore prématuré, puisqu'elle a l'air de très bien se porter. Mais j'ai mis des petits bâtonnets d'engrais. Ah, d'accord. Oui. Ouais, donc oui, ça fait une diffusion. Je vois qu'elle s'est bien accrochée au mur, mais c'était un plaisir pour les gens qui passaient de la voir aussi jolie. Ah bah, bien sûr, oui. Alors, je sais pas, vous faites du café de temps en temps ? Oui. Alors le marc de café, vous pouvez le mettre aussi sur le pot, parce qu'en même d'abord c'est un engrais organique, ce qui pourra se décomposer très lentement, et en même temps l'odeur du marc peut éloigner aussi certains insectes qui pourraient être tentés de venir embêter votre clématite. Et on m'a dit aussi de couper en petits morceaux des épluchures de bananes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, alors l'intérêt de la banane, c'est qu'elle est très riche en potassium. Et c'est-à-dire que ça aide justement le potassium. C'est un minéral qui aide la floraison des plantes. Ah, d'accord. Parce que justement, je ne sais pas quelle est la composition des bâtonnets d'engrais que vous avez mis. Si on met un engrais trop riche en azote, c'est le feuillage qui va beaucoup se développer. Mais par contre, votre plante, ne va pas fleurir ou très très peu.
Pour l'inciter à fleurir, il lui faut du potassium. Donc c'est vrai que la banane, c'est encore mieux si vous mangez des bananes bio. Ouais, parce que et ça va apporter effectivement un petit peu de potassium. Mais effectivement, alors l'intérêt de la banane aussi, c'est que ça se décompose très très vite. Oui. Et c'est peut-être mieux effectivement de mettre en petits morceaux malgré tout, parce que c'est vrai que si vous mettez un gros morceau, ça va se décomposer relativement vite, mais ça peut aussi attirer des insectes qui pourraient être même gênants, même pour vous simplement, puisque c'est tout proche de l'appartement. Après, quand vous ouvrez votre fenêtre, ça pourrait peut-être être gênant. Oui, ce qu'il y a beaucoup, c'est les fourmis. Ah oui. Alors ce que vous pouvez faire aussi, vos petits bouts de peau de banane, vous pouvez avec une fourchette par exemple, vous pouvez les enfouir un petit peu dans le terreau. D'accord. Comme ça évite que ça reste à l'air libre et que ça attire des insectes. Bon, pourvu que j'ai pas un bananier à la place de la clématite. Ah non, ça avec la peau, il y a aucun risque que ça vous donne un bananier. Là. Ah, ça serait bien. Je la donnerai à Puisalène. Et la place, vous êtes gentil. Ah, c'est gentil. Oui, merci. C'est gentil de penser à Puisalène tout de suite. Oui, je me réveille Puisalène, je m'endors Puisalène. Bon, alors, d'accord. Pourquoi ? Ah oui, alors... Je vous souhaite une bonne après-midi. Mais merci, Janine. Merci, Janine. Merci de votre gentillesse. Et gros bisous à toi, Edwige, et alors, mes amitiés, monsieur. Merci de votre gentillesse. Pascal. Merci beaucoup, et puis restez fidèles à Puisalène. Nous, on prendra... Oui. Alors, en ce qui concerne les jardins de Puisalène, on prendra un petit peu de repos, mais restez fidèles, il y aura toujours des choses très intéressantes, notamment Laure qui nous prépare toujours des musiques à propos. Je crois que vous allez encore vous régaler cet après-midi. Edwige, si tu es sage, tu auras Claude François. Oh, ça c'est gentil. On sent que vous êtes une fidèle. Oui. Ça date de pas mal d'années, hein, Edwige. Oui, bien sûr. Merci Janine d'avoir appelé, hein, c'est gentil. Et puis, revenez vers nous si jamais il y a un problème encore avec la clématite, pourquoi pas. Hein. Je n'y manquerai pas. Alors là, surveillez vos graines. Si vous les récoltez, vous pourrez en offrir autour de vous. Et puis, essayez aussi, vous, des semis pour avoir d'autres... Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Belles clématites. Voilà. Mais là, elle a été vraiment magnifique. Oui, puis vraiment très précoce. Oui. Alors ça doit être dû à l'exposition, à la chaleur de l'appartement, et puis pour une part certainement aussi la variété. Hein. Dans tout type de plantes, vous avez toujours des variétés plus précoces les unes que les autres. Oui. Et l'amour qu'on porte aux plantes aussi, qui fait que, pour ça qu'elle a été belle. Tiens, on dirait du Claude François. Belle. Oh, tu me mets ça, mon petit cadeaunet que j'aime et que j'adore. Mon petit cadeaunet que j'aime et que j'adore. Merci, Janine. Merci, Janine. Merci, Janine de Tourette. Au revoir, Janine. Au revoir, Janine. Alors, chers auditeurs et auditrices de Radio Puisalène, faites comme Janine, appelez-nous si vous voulez avoir des conseils et Pascal se fera vraiment le plaisir de vous répondre. Là, la clématite, c'est vrai que c'est plus en ce moment qu'elle fleurit plutôt qu'au mois de janvier, février. Oui, enfin ça dépend effectivement des variétés, mais s'il y en a beaucoup effectivement qui sont plus en fleurs maintenant, il y a une telle un tel panel. Variété, oui, c'est ça aussi. Il y en a avec des très grosses fleurs ou au contraire avec des toutes petites fleurs qui fleurissent à foison. Donc c'est vrai que pour garnir un mur, ou une tonnelle aussi sur une tonnelle, c'est magnifique. Ah oui, c'est beau. Oui. Mais c'est parfois délicat. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui avait vraiment eu du mal. Elle rêvait d'une clématite, mais elle avait vraiment eu du mal. Elle a dû en avoir 2-3 avant que ça prenne bien, quoi. Et pourtant, elle mettait bien la tuile au pied pour que ce soit à l'ombre et le reste de la plante exposée au soleil, mais parce que c'est quand même assez fragile comme ou un peu capricieux, ça dépend. Une fois que c'est comme toute plante, une fois qu'elle a vraiment bien trouvé son terrain, qu'elle est partie. Après, ça peut être aussi, on a acheté une variété qui n'était peut-être pas bien adaptée à notre terrain, et puis en prenant une autre, ça va partir. Hein. D'accord. Ça, malheureusement, des fois, on doit faire quelques échecs pour réussir enfin, et on en apprécie d'autant mieux la plante qui finit par croître correctement. Mais ça serait bien qu'elle ait un bananier à la place de la clématite. Non, il n'y a pas des toutes petites bananes en plus des petites bananes bio. C'est bien ça. Il n'y a pas de génération spontanée comme ça du bananier. Alors, avant l'intervention de Janine, que nous remercions encore, et je vous
rappelle aussi, s'il y a des auditeurs qui ont visité des jardins ou qui ouvrent leur jardin au public, c'est le moment ou jamais de nous appeler aussi pour nous en faire part, puis pour justement donner des idées de sortie pendant cet été. Alors, les jardins sont ouverts le week-end, pas dans la semaine, je pense. Ça dépend des personnes. Ça dépend. Il y a des personnes retraitées qui ont une véritable passion de leur jardin et qui sont prêts. Alors, c'est vrai que souvent, quand c'est ouvert en semaine, c'est plus sur inscription pour des groupes. Oui. Alors, parce que ça peut devenir trop contraignant aussi de dire on attend tout le temps les visiteurs comme ça. Alors là, c'est pareil, ce sont des gens qui se sont inscrits, donc qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. Et on peut les trouver où alors pour Il existe savoir plusieurs réseaux en fait de personnes qui ouvrent leur jardin au public. Oui. Donc vous pouvez aussi vous renseigner au niveau des offices de tourisme qui eux connaissent aussi les jardins qui s'ouvrent et à quelle période. Vous avez des parcs aussi, des parcs de châteaux qui peuvent être ouverts en semaine pendant l'été par exemple, où on ne visite que le parc. Mais dans ces parcs, bien souvent, vous avez des arbres magnifiques à voir. Là aussi, ce qui peut être fait comme type de sortie, c'est le circuit des arbres remarquables. C'est-à-dire des arbres qui par leur ancienneté, par leur forme, ou parce que ce sont des essences que l'on ne voit pas souvent dans nos régions, des essences exotiques, ont un intérêt. Il existe aussi des recueils des arbres remarquables, ça s'appelle vraiment comme ça, les arbres remarquables. Donc là, vous pouvez aussi faire une recherche internet ou pareil, questionner un office de tourisme. Est-ce qu'il y a des arbres remarquables dans le coin? Donc vous pouvez en avoir dans des parcs, dans des jardins publics et même en forêt. Vous avez dans certaines forêts des arbres qui sont célèbres, qui sont identifiés. Donc vous pouvez aussi contacter l'ONF, l'Office national des forêts, pour savoir justement quels sont les arbres intéressants à aller rencontrer dans les visites de nos magnifiques massifs forestiers. Alors, je parlais juste avant la sympathique intervention de Janine du bulletin BSV, de santé végétale, voilà. Alors, ce bulletin de santé végétale, il existe pour les grandes cultures, donc ça va moins nous intéresser, c'est pour tout ce qui va concerner vraiment les agriculteurs, pour le maïs, le blé, la betterave, enfin tout ce qu'ils font en culture de grands champs. Mais il y a aussi un bulletin de santé végétale pour les cultures légumières, et il est édité pour les Hauts-de-France. Donc là, j'avais le bulletin numéro 7 du 31 mai 2017. Donc je vous dis là, comme il est réactualisé tous les mardis soirs, il va être réactualisé aujourd'hui. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est ce que nous étions en train de parler, c'est ça. Donc on se met, alors on va sur Internet et puis on tape. Alors soit vous pouvez chercher BSV, donc bulletin de santé végétale Hauts-de-France, parce que bien sûr, il faut prendre celui de la région qui nous concerne. Oui. Soit vous allez sur le site de la Fredon, qui ne le met pas directement en ligne, mais qui vous donne les liens pour y aller. Fredon, c'est F-R-E-D-O-N. Donc c'est un organisme régional qui est là aussi pour la protection des végétaux. D'accord. Et sinon, c'est la Chambre d'agriculture ou la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt. Et sur ce bulletin de santé végétale pour les cultures légumières des Hauts-de-France, par exemple, vous avez des indications sur les aliacées. Les aliacées, ça va être tout ce qui va être ail, oignons, les échalotes, sur les poireaux, sur les salades, sur les choux. Qu'est-ce que il y avait une indication les betteraves, il y avait une indication sur la mouche, des semis, une indication sur les endives, sur le pois. Donc il y a beaucoup de cultures qui sont passées, les épinards, les carottes, effectivement, le céleri. Et ça changera d'un mois à l'autre suivant les maladies ou les insectes qui peuvent arriver. Donc alors, comme tu dis, les maladies, les insectes, ça veut dire que si dans notre jardin, on a justement en ce moment la mouche qui se met sur la carotte ou la mouche qui se met sur le poireau, on peut aller sur ce site et puis voir un petit peu ce que l'on peut faire alors. Oui, alors et ça sert aussi en fait de prévention. C'est-à-dire que ce bulletin va nous indiquer, attention, là il y a des attaques imminentes de telle maladie, tel insecte, donc c'est le moment de faire attention. D'accord. Donc ça peut être mettre des pièges à insectes justement avec des phéromones ou simplement un récipient jaune, parce que le jaune attire les insectes, avec de l'eau un peu savonneuse par exemple, et où ils vont aller se noyer. D'accord. Ou alors pour faire un lâcher de coccinelle, ou faire un traitement préventif lorsque ce sont des maladies cryptogamiques avec du cuivre par exemple. Mais voilà, c'est plus
pour nous alerter, pour dire attention, là, il y a telle maladie qui commence, telle maladie qui, au contraire, est à son pic ou qui va s'arrêter. Donc ça peut être intéressant, surtout justement quand on veut faire de la lutte très fine, Oui. d'aller se renseigner. Et puis, il y a possibilité aussi de faire partie de réseaux d'alerte où soi-même, on va être vigilant, on va regarder et puis transmettre ces données par Internet. C'est une sorte de communauté en fait qui permet comme ça de mettre à jour les différents dangers possibles. Alors, ce que j'avais relevé aussi pour vous, c'est si ça veut bien s'ouvrir. C'est un petit peu long, mais c'est que ça doit être très beau. Plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Ça, c'est ce qu'on dit d'habitude. Hein. Je sais pas, tu rigoles, toi, derrière mon petit... Bah oui, je souris parce que... Tu souris. Ah oui, non. Ça y est, c'est ouvert. Eh bien non. Alors c'est ouvert au jardin, mais ce n'est pas ouvert là. Et là, ça ne s'ouvrira pas malheureusement parce qu'il fallait encore un lien. Alors par contre, je vous parlais de la Fredon. La Fredon a édité une plaquette que vous trouvez aussi en ligne et que vous pouvez télécharger sur la lutte contre le campagnol. Alors c'est vrai qu'il y a comme ça des rongeurs qui peuvent provoquer des gros dégâts dans les jardins. Donc là c'est la lutte alternative. Le but c'est de voir justement comment on peut maîtriser ces populations de campagnols sans utiliser de produits chimiques, ou les produits chimiques étant vraiment le dernier recours lorsque l'on a tout essayé. Alors notamment sur des milieux ouverts, on peut prévoir de mettre des perchoirs, simplement un poteau ou même un poteau avec une petite planche qui va servir d'observatoire pour des rapaces. Et comme ça, les rapaces, eux, auront beaucoup plus facile pour observer et pour aller à la chasse aux campagnols et autres petits rongeurs. Hein, c'est pas mal, oui. Voilà, c'est ça vrai, peut paraître tout bête. De toute façon, lorsqu'on avait avant toutes les prairies avec les clôtures et les poteaux de bois, ces poteaux de bois servaient tout simplement d'observatoire, pour les rapaces. Alors, ce qui peut être bien, c'est effectivement quelque chose peut-être d'un petit peu plus haut, une petite plateforme qui va aussi protéger ces rapaces qui se mettent en vigie, les protéger des attaques de chats, qui ne risquent pas d'être embêtés par les chats qui arriveraient. C'est vrai, parce qu'il y a des gros chats. Bon, en même temps, le chat, lui aussi, va lutter contre les rongeurs. Ah, mais c'est ce qu'on dit, c'est la nature, un petit peu, hein. Puis le chat, il a intérêt à faire attention aux chiens. Alors, ce qui est possible aussi, c'est autour des cultures, éviter de laisser trop d'herbes hautes, qui sont des refuges possibles pour les campagnols, notamment. Autant c'est bien de laisser des endroits d'herbes un petit peu sauvages, mais on va pas le mettre trop près du potager parce que ça fait un abri trop près pour tous ces petits rongeurs qui vont venir s'y abriter dans la journée, voire y faire des nids pour se reproduire. Alors c'est ce que j'allais dire, le campagnol, c'est utile dans le jardin ou pas? Non, parce que moi j'en vois pas beaucoup. Oui, j'y vois pas vraiment d'utilité. Lui, il va plutôt venir dans le garde-manger, quoi. D'accord. Donc le campagnol, tu restes chez toi, donc. Voilà. Lui, c'est pas forcément celui qu'on va chercher à attirer le plus dans le jardin. Mais dis-moi alors, ne serait-il pas l'or de faire de faire une petite sieste, une petite pause, voilà. Une petite... ouais. Alors nous allons passer avec Sacha Distel avec Toute la pluie tombe sur moi. Oui. Tiens, dites donc. Et puis ta chanson Belle Belle de Claude François. Je t'aime. 03 44 75 3000. Hein. Avant ça, j'ai une petite annonce à faire. Oui. Alors c'est une petite fille qui est très triste. Elle a perdu son chien Yorkshire mâle ayant une puce le jeudi 1er juin 2017 à 12h à Ken. Alors si vous le voyez ou le trouvez, appelez le 06 99 35 58 91. D'accord. 06 99 99. Alors je vais répéter le numéro. Alors le 06 99 35 58 91. Pour un petit Yorkshire mâle. Alors, mais s'il a une puce, il faut lui mettre un collier. Hein. Bah oui. Puis Haleine, c'est vrai, faites le plein de musique. Et pour l'anniversaire de Radio Puis Haleine, c'est vrai, c'est dans 15 jours, hein,
Dépêchez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, quand même. Bon, il vous reste encore 3 semaines, mais c'est vrai que ça va très très vite. Ça se remplit, donc si vous n'êtes pas inscrit, 03 44 75 3000. Voilà, Pascal. Hein, si t'es pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. Bien, chef. Je pense que ma petite. Mais nous avons un monsieur au téléphone. Voilà. Il veut un C'est un renseignement. festival aujourd'hui. Ah ben À qui voilà. avons-nous l'honneur? Allô? Oui, Oui, allô? Laure, Oui, non, bonjour, c'est Edwige et Pascal. voilà. Voilà, là vous êtes à l'antenne. Bonjour. Bien, bonjour madame. Vous appelez comment? Martial, Bonjour Martial. oui, de Beautort. D'accord. C'est pour un renseignement pour un laurier. Oui. Si Pascal, il peut me donner un... Eh bien, écoutez, on va voir. Posez toujours votre question. Martial. Disons que j'ai un petit laurier dehors et il a du mal à fleurir. J'ai mis du terreau et tout, mais je comprends pas. C'est un laurier rose alors? Oui. Ah, tout à d'accord. fait. D'accord. Ça fait longtemps que vous l'avez? Ça fait 15 ans. Ah oui, en effet. Et depuis 15 ans, il a très peu fleuri alors? Oh, il a fleuri, mais maintenant, il a du mal à fleurir. Il a du mal à faire des boutons, quoi. D'accord. Et est-ce que par contre, il continue à faire des nouvelles branches, des nouvelles feuilles? Bah, des feuilles, oui, il y en a, mais il commence à... pas noircir, mais enfin, Il a peut-être gelé. Il a peut-être pris un coup de gel, hein. Oh, non, je pense pas, non. Parce que je le mettais à l'abri et tout. Ouais, oui, vous Je le rentrez. et puis... D'accord. Donc là, vous me dites, ça fait 15 ans que vous l'avez, il est en pot, j'imagine? Il est en pot, oui. Ouais. Et Tout à est-ce fait. que vous l'avez déjà rempoté ou c'est toujours la même terre depuis 15 ans? Oh non, je l'ai rempoté, hein. Ouais. J'ai mis du terreau et tout, donc... En lui redonnant un petit peu plus de place à chaque fois? Ah oui. Des pots un petit peu plus grands, ouais. Ouais. Mais je le mets toujours au soleil. Ah oui, bon ça, il n'y a aucun souci. Le laurier rose, au contraire, hein, on en trouve beaucoup dans les pays méditerranéens. Là, il y a pas de problème. Mais vous me dites oui, que les feuilles noircissent. Oui. Et Il y a des vertes, mais je sais pas, peut-être avec les bestioles et tout, je sais pas. Oui, oui, parce que ça me semblait... Alors, elles noircissent, c'est sur le dessus ou par le dessous? Sur le côté des... Sur les bords des feuilles. Oui, Ouais. bordure de feuilles, oui. Mhm. Tout à fait. Et puis, vous n'avez pas vu comme des espèces de petits cocons, des petites taches blanches ou... Oui, c'est un genre comme ça. Ah oui. Donc là, il y a certainement une attaque par des cochenilles, alors. Ah, peut-être aussi. J'ai déjà vu ça assez souvent. Donc là, il faudrait trouver un traitement contre les cochenilles. Les cochenilles, normalement, elles doivent se trouver sous les feuilles, sur la face inférieure de la feuille, si vous avez effectivement Ah oui, d'accord. comme des petits cocons blancs. Donc ça, c'est de la cochenille. Il faut faire un traitement. Peut-être... il y a longtemps qu'il a été rempoté aussi? Oh, peut-être 6 mois. Ah oui, donc c'est tout récent, oui, donc on va pas refaire une opération. Quand vous avez rempoté, vous avez remis du terreau, Ah oui, du terreau et puis... et un petit peu d'engrais ou... Ah oui, de l'engrais, je sais pas si j'en ai mis. Et du terreau, j'en ai mis. D'accord. Bon, enfin, de toute façon, la terre a été renouvelée. Donc là, dans un premier temps, avant d'avoir peut-être un traitement, parce que là, je vous conseillerais quand même d'aller en jardinerie, même d'emmener carrément une feuille avec vous pour montrer aux personnes. Mais il est fort probable qu'il y ait une attaque de cochenille. Là, vous pourriez toujours pulvériser ou nettoyer les feuilles avec du vinaigre déjà, parce que ça va fortement leur déplaire. Hein. Du vinaigre blanc? Oui. peut-être. Oui. C'est pas la peine d'acheter là du vinaigre ménager qui est vendu 15 fois plus cher que le vinaigre ordinaire. Oui, ça, c'est sûr. Là, vous prenez du vinaigre comme si vous alliez faire des cornichons et vous pouvez le pulvériser dessus ou nettoyer les feuilles avec. Et puis, aller en jardinerie. Il y a longtemps que vous rencontrez ce problème-là de feuilles qui noircissent? Ben, on est quel jour? Au mois de juin? Oh, depuis mars. Oui, c'est de cette année, quoi. Il n'y a pas eu, vous aviez pas rencontré ça avant. C'est de cette année, oui. Ouais, donc moi, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait une attaque de cochenille. Là. Donc,
Le vinaigre déjà pourrait les faire fuir, et puis allez quand même vous renseigner en jardinerie pour trouver un traitement, si possible un traitement avec des produits bio, quoi, pas des produits trop agressifs. Et peut-être que ça va nécessiter aussi de tailler votre laurier rose, supprimer les feuilles les plus touchées pour laisser place aux feuilles nouvelles, quoi. Bon, d'accord. Ouais. Ah ben merci beaucoup. Mais je vous en prie, puis j'espère que le laurier va mieux se porter, parce que c'est vrai que ce sont des plantes qu'on aime bien souvent, surtout quand ça fait 15 ans qu'on les a. Oui. Oh, que oui. Il est grand, votre laurier? Oh, il n'est pas grand, non, il fait peut-être même pas 1 mètre. Ah, c'est un laurier nain, alors. Un laurier rose. Oui. Ouais. Non, parce qu'il y en a qui deviennent assez... Il fait peut-être... oh non, pas tout à fait 1 mètre. D'accord. Ouais, bien. Bon, a priori, en nourriture, il a ce qu'il faut, puisque vous l'avez rempoté il y a 6 mois. Je pense pas qu'il y ait un problème de carence. Mais c'est certainement plutôt une attaque parasitaire type cochenille. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai pensé. Il doit y avoir des bestioles ou... Oui, c'est certainement ça. Je vous dis surtout si vous voyez comme des espèces de petits cocons blancs sur la face inférieure des feuilles, là, c'est vraiment caractéristique. Et ce fait des bords qui noircissent, ça me fait penser aussi à ça. Bah oui. Voilà. Donc voilà, un premier traitement en attendant tout de suite là au vinaigre, parce que ça va pas du tout leur plaire à ces petites cochenilles. Et puis après trouver un traitement peut-être un peu plus adapté, voire pourquoi pas un engrais aussi adapté au laurier rose qui lui permettra d'avoir un petit coup de fouet éventuellement. Mais s'il est malade, faut quand même faire attention aussi à l'engrais, parce que des fois ça peut être un peu violent pour la plante, donc ça peut lui faire un choc aussi. Hein. Oui. Déjà, là, Pascal, il faut déjà le débarrasser de ces cochonilles. Voilà. Et puis après, on va lui, peut-être, je pense, après, on va lui faire une petite beauté, une petite santé. Mais déjà, lui enlever toutes ces petites cochonilles. D'accord? D'accord, je vous remercie. Merci Martial d'avoir appelé. Martial qui a appelé de Beautort, voilà. Merci Martial. Beaucoup. Continuez d'écouter Radio Puisalène. Ah j'écoute tous les jours. Voilà, voilà. Merci Martial. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. À bientôt. Merci, au revoir. Merci Martial. Pascal. Voilà. Parce que c'est vrai que la couleur noire, ça peut faire penser souvent aussi à des attaques de champignons, des maladies cryptogamiques. Oui. Mais là, s'il y a ces petits cocons noirs, c'est certainement plus des cochenilles qui viennent sucer la sève et affaiblir la plante. D'accord. Et puis la feuille qui finit par se dessécher aussi, quoi, en fait. Chers auditeurs, faites comme Martial, hein. Vous appelez le 03 44 75 30 00 pour justement, si vous avez des petits problèmes, des questions à poser, Pascal se fera un plaisir d'y répondre. Alors, puisqu'on était dans les soins des plantes, là je me disais sur ma longue route depuis ma lointaine Normandie, avec le vent qu'il y a là, il y a peut-être quelques branches qui se sont cassées, donc il va falloir intervenir sur les arbres. Déjà pour déblayer un peu le terrain, mais aussi pour éviter que des champignons ne s'installent sur les blessures des arbres. Donc il faut vraiment faire des coupes franches. Tant pis, il y a des branches qui se sont cassées qu'il faut sacrifier. Des fois, on pourrait tenter, on va essayer de mettre une étai pour se dire, on va redresser la branche et puis ça va se réparer. Mais il y a quand même une plaie. Moi, à moins que ce soit vraiment un gros côté sentimental avec cet arbre, mais moi, je préférais plutôt couper, faire vraiment la coupe franche, avec, généralement, là, il faudra une scie, parce que on aura peut-être des branches quand même avec un gros diamètre. Surtout, avec de toute façon que ce soit une petite branche qu'on utilise un type de, soit un sécateur, soit une cisaille ou une haie. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'étais pas très frais. Ou une scie, toujours bien sûr un outil qui est propre, qui est sain. C'est ça, donc il vaut mieux toujours même nettoyer la lame avant. Ça peut être avec un peu de savon noir, avec du vinaigre, parce que le vinaigre est un très bon désinfectant, un peu d'alcool, avant de venir opérer sur votre branche. Il faut vraiment le faire très vite, justement avant que des champignons viennent se développer, parce que là justement on est dans un temps hyper favorable aux champignons. Il fait quand même si la température a baissé, il fait quand même encore doux. Oui. On a l'humidité, donc c'est le meilleur moment pour les spores pour se développer. Donc faites une coupe bien franche en dessous de la blessure, parce que souvent aussi quand ça se casse, déjà vous avez le bois qui s'éclate, ça fait une mauvaise blessure, et puis vous avez de l'écorce aussi des fois qui se déchire un peu, donc faut vraiment
aller jusqu'à l'endroit où vous allez pouvoir avoir quelque chose de très net, où l'écorce va être très belle aussi, parce que sinon, si vous laissez une petite plaie, ça va être mauvais. C'est pas la peine de chercher à mettre des mastiques ou autres. D'ailleurs, on y revient. J'allais vous le demander, oui, c'est vrai. On laisse comme ça, là. Oui, vous laissez à l'air libre. On y revient de plus en plus sur ces mastiques. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, donc on laisse comme ça. Voilà. Alors il y a peut-être une façon de couper aussi. Alors ce qui est bien, c'est de tailler en biais. Voilà. Et puis donc de manière aussi à faire une pente à ce que l'eau s'écoule bien. Voilà. Pour éviter qu'il y ait aussi de l'eau qui vienne stagner et qui favorise le développement de moisissures. Bien. Et puis après, vous aurez des nouvelles branches qui vont se développer. Et puis avec les branches que vous avez coupées, si vous avez un broyeur, c'est le bon moment justement pour faire un broyat que vous utiliserez soit en paillage, dans des allées ou dans des massifs, soit aussi pour alimenter votre compost, puisque votre compost a besoin de matière sèche, de matière brune. Donc justement, si vous avez apporté beaucoup de tonte récemment, apporter du bois et mélanger tout ça, ça sera très bénéfique pour avoir un bon compost. On fait un bon petit mélange avec le compost. On met de tout ce que vous voulez, et puis on mélange bien. Et puis bon, voilà. Allez, on va attendre quand même une bonne année pour pouvoir l'utiliser, l'étendre, dans le jardin ou dans un. Donc on peut effectivement mettre de tout type de végétaux, mais on fera toujours attention à ce qu'il n'y ait pas justement trop de verre qui va se tasser, pourrir et faire quelque chose de mauvais. Et puis aussi on évite de mettre les plantes plantes indésirables en graines, parce que sinon quand vous allez étaler votre compost, forcément vous allez faire un semis de plantes indésirables. Donc d'accord, ça ce sont des choses à savoir aussi. Ça on va éviter aussi. Oui. Même si un bon compost s'élève en température, on n'est pas forcément sûr que chez nous ça va bien le faire, parce que c'est vrai que quand vous avez des composts bien menés qui montent il y en a qui montent jusqu'à 80 degrés. Donc dans ce cas-là, les graines seraient détruites à 80 degrés, mais c'est pas certain que notre compost monte jusqu'à ces températures-là. D'accord. Voilà, donc je pensais à ces petites blessures d'arbres, donc il faut penser à intervenir. Et puis je pensais aussi aux arbres fruitiers, si jamais on a la chance d'avoir des arbres qui sont très chargés en fruits. Je ne sais pas si cette année ça va être vraiment le cas, mais pensez aussi à étayer, et notamment tout ce qui est prunier, mirabellier, parce que là on a des bois qui cassent facilement aussi. Donc venir mettre des étais. Oui, peut-être aussi que là, les branches que vous aurez récupérées, les branches cassées, peut-être que vous avez trouvé une belle branche en fourche qui pourra venir servir à faire une étai pour un arbre fruitier, pour éviter que lui casse sous le poids des fruits. Alors ça, ce sont encore des choses à faire en préventif aussi. Là, c'est du préventif. Voilà, c'est du préventif. Donc c'est vrai que d'après ce que j'entends, on n'aura pas beaucoup de fruits, mais bon, il y en aura quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses à faire. Voilà, je vous dis surtout tout ce qui va être prunier, là où on a des bois qui cassent très très facilement. Et puis c'est vrai oui, effectivement cette année je pense pas que ça soit trop, mais des fois vous avez notamment je me souviens d'un mirabellier mais qui était couvert, et puis en l'étayant, ça l'a soulagé, et puis on a pu avoir toute la production, plutôt que d'avoir des branches qui cassent. Et puis qu'on n'a rien du tout, oui ça c'est vrai. Voilà. Donc pensez en tout cas à bien couper partout où vous avez eu des blessures avec le vent. Vous aurez peut-être d'autres plantes aussi qu'il va falloir redresser, et puis à ce moment-là leur mettre des tuteurs pour les aider à bien se remettre en place. Notamment si vous avez des jeunes arbres, il y en a peut-être qui pourraient avoir souffert d'un coup de vent, redressez et mettez des tuteurs pour les aider à se remettre en place, à ce que le système racinaire puisse facilement se réimplanter correctement et avoir un arbre qui ait une belle allure. Alors, on taille aussi tout ce qui a été fleuri. Oui, effectivement, toutes les floraisons qui sont terminées. Et ça, c'est valable aussi bien pour des arbres, des arbustes, notamment aussi les rosiers qui ne sont pas remontants. Là, on peut bien les retailler. Et puis tout ce qui est plantes annuelles dans les vivaces, dans les massifs, on peut aussi là avoir du nettoyage à faire. Et éventuellement déterrer les bulbes de fleurs de printemps. Moi, je sais que je les laisse en pleine terre. Oui, moi aussi, je les laisse. Alors le risque, ça peut être qu'effectivement, il y ait des insectes ou des rongeurs qui viennent les grignoter. Mais bon, moi je laisse en place. Et puis généralement ça se passe bien, sauf effectivement tout ce qui est crocus, ça, moi ça reste pas d'une année sur l'autre. Moi j'arrive pas à garder ça.
Donc voilà, des petits nettoyages qui peuvent être faits comme ça, qu'on peut faire en même temps que le désherbage. C'est le moment de mettre les dahlias aussi. Alors on peut encore en mettre, oui, si on en a, on peut effectivement. Et puis on peut aussi, j'allais dire pas démarier, mais lorsqu'on a des touffes, par exemple les encolis qui ont fini de fleurir là, Oui. on peut avoir des pieds qui ont pris un peu d'importance, on peut les dédoubler. C'est le moment. Puis ces encolis, moi les encolis, je les laisse monter à graines, je laisse les graines mûrir pour qu'elles se ressèment. Donc soit on récolte les graines et puis on va ressemer où on veut, ou alors moi ce que je fais souvent simplement c'est j'essaie d'orienter un peu l'encolis pour que les graines tombent là où je veux, là où j'ai envie. Hein. Mais on peut aussi dédoubler les pieds d'encolis. Ça peut être une chose. Et puis il y a plein de boutures qu'on peut faire en ce moment aussi, hein. Sur des fuchsias, sur des coléus. Les coléus, vous savez, on en voit assez souvent maintenant dans les massifs. Ce sont des plantes qui sont intéressantes pour leur feuillage, des feuillages rouges, noirs, verts. Il y en a qui sont un peu plus jaunes. Ça fleurit pas beaucoup, ça fait des petites hampes florales bleues, mais c'est vraiment le feuillage qui est intéressant. Ce sont des plantes gélives, donc on peut bouturer et puis garder des pieds après à l'abri l'hiver. Mais ça sont des plantes intéressantes. Les bégonias tubéreux, on peut aussi les bouturer, hein, donc prendre une tige de bégonia pour bouturer. Oui. Tout ce qui est pélargonium, géranium, bien sûr. Hein, ça, Aussi, oui. on peut le faire en ce moment. On peut penser aussi à bouturer des plantes que l'on a dans les pots, hein, pas que les plantes qui sont en pleine terre. Par exemple, ce qu'on appelle la violette du Mexique, le Sympolia. Qui a une feuille assez dufteuse. C'est joli ça. Oui, alors ça se bouture justement avec la feuille. D'accord. Vous prenez une feuille, un petit bout de tige et vous remettez ça sur une terre. Alors toujours attention, le Sympolia, il aime pas trop l'humidité. Hein. Moi je les arrose vraiment, mais alors c'est au compte-gouttes et il se porte très bien comme ça. Bon, pour les boutures, c'est plus délicat de contrôler l'humidité, mais ça se bouture avec la feuille posée sur la terre. D'accord. On peut essayer. Quoi qu'on peut aussi essayer de dédoubler un Sympolia, parce que des fois il y en a qui deviennent assez importants. On peut réussir à dédoubler ça, le Sympolia. Mais en fin de compte, tout se dédouble, hein, tout se. Beaucoup de plantes, voilà. Oui, bien sûr, ouais. Et puis, voilà, l'expérience fait que on a des petites choses à côté qui se font aussi. Comme ça peut faire plaisir à l'un et à l'autre. Ouais. Alors si vous avez une serre, là c'est vrai que pour le moment les grosses chaleurs sont passées, mais sinon il faut penser bien sûr à aérer, ventiler, pas la peine non plus qu'il fasse des températures énormes, Oui. et éventuellement arroser, mais toujours attention à bien maîtriser l'humidité dans une serre. Mieux arroser le soir, hein, je crois, hein, c'est ça. Oui, et puis faire attention que dans une serre, elle n'est pas assez ventilée, si vous avez de l'humidité qui stagne dans la serre, et forcément comme il fait plus chaud, là c'est aussi la porte ouverte aux maladies cryptogamiques. Mais sous serre, ce qui peut être intéressant, là, c'est si on a des plantes grasses, des cactées, on peut en semer, on peut en bouturer. Il y a des collectionneurs de cactées. Ah, oui. Puis c'est joli ça, les cactées. Oui, parce qu'il y a vraiment aussi là des diversités très très importantes. Il y en a même qui arrivent à créer des nouvelles plantes, qui arrivent à greffer. Il y a vraiment des passionnés de cactées. C'est assez spécial, le cacté. Hein, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire avec. On peut aussi semer sous serre des plantes annuelles, bisannuelles, des giroflées, des myosotis, des pâquerettes, des pensées que l'on pourra mettre un petit peu plus tard. Il n'est pas trop tard là, on peut semer là. Hein. Oui, les fleurs, parce que ça, on pourra les pensées, notamment, elles pourront fleurir à l'automne. Même comme souvent on a des hivers doux, ça peut fleurir encore pendant tout le début de l'hiver. Donc on peut en semer en ce moment pour avoir une belle floraison automnale, voire début d'hiver. Au jardin d'ornement, on a dit diviser aussi, à part les encolis, les aubriettes. Les aubriettes, c'est comme des petits soucis. Ça fait comme des fleurs de soucis, mais plus petites. Je vois. Ça va plus en foison, donc ça, on peut le diviser aussi. Alors, l'aubriette est intéressante aussi pour éloigner des insectes ravageurs, tout comme le souci. Donc, on peut faire des allées d'aubriette dans le jardin pour protéger ses légumes. On peut aussi diviser le cœur de Marie. Dans le cœur de Marie, c'est plus une floraison printanière. Oui. C'est une fleur qui est revenue un petit peu au goût du jour, qui est assez sympathique. On peut aussi, oui, c'est vrai, dédoubler des primes verts, des violettes, même si les violettes, ça se ressème aussi déjà très bien tout seul. C'est vrai que
La violette, en plus, elle a la faculté de faire de la graine sans faire de fleurs. Alors, quand vous avez les fleurs, elles vont faire de la graine, mais vous avez aussi des graines qui se font, des fécondations qui se font sans que ça soit passé par l'étape de la floraison. Donc, c'est une plante qui arrive vraiment à très très bien se ressemer. En ce moment, donc on sème la violette aussi. Oh, c'est plus la dédoubler en ce moment. Ah oui. La semer, on lui fait confiance, elle le fait toute seule. Toute seule, oui, je pense. Oui. Moi, quand j'ai voulu avoir des violettes chez moi, j'ai plus repiqué des pieds que semer. Mais après, une fois que ça se plaît, il n'y a pas de souci. Alors ça se ressème. Donc c'est bien, c'est que chez la violette, on peut trouver aussi des couleurs différentes. Il y a des blanches, il y a vraiment la violette. Il y en a qui est un peu plus rouge, un peu ton fuchsia. Donc on peut jouer, il y en a même, vous pouvez trouver des variétés horticoles en jardinerie qui sont avec des fleurs qui sont bitons. Enfin bon, on peut aussi s'amuser comme ça à plein de variétés différentes. On peut marcoter les œillets. C'est vrai que là j'ai des œillets roses là qui sont bien en fleurs. C'est très gourmand en eau l'œillet. Hein. Donc là ils ont un petit peu souffert du manque d'eau, mais là, bon, ils sont contents là. Là oui. Et donc on peut faire un marcotage, hein, donc c'est-à-dire diriger une partie des tiges vers la terre, mettre en terre pour que ça s'enracine. Ça se fait tout seul, non? Ou alors il faut le faire? Non, il faut le oui, faire. Faut là, le faire. Il faut l'aider, là. Oui, il faut l'aider. D'accord. Après, c'est pareil, vous avez des œillets que vous pouvez dédoubler aussi. Hein, oui. Mais on peut faire du marcotage. Du marcotage. Tout est permis. Mais oui, et puis on peut tout tenter. Hein. On peut tout tenter, exactement. On peut faire des boutures de lilas aussi. Ah, tiens. Ouais, c'est bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se bouturer. Hein. Le pavot, vous pouvez le bouturer aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour les plantes en pot? On en a parlé un petit peu. Pour certaines, bon, ça peut être un moment de soit mettre un petit peu d'engrais, gratter la terre aussi. Alors pourquoi pas, oui, apporter de la peau de banane. Hein, ça, c'est effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure avec Viviane, une possibilité. Non, c'était Janine. Oh, c'était Janine. Oh, ça allait te reprendre, mais c'est bien, tu l'as reprise avant moi, toi. Elle va et dire, Viviane, non, c'est pas Viviane. Pardon, Janine de Tourat qui nous écoute. Mais on a personne qui nous appelle pour nous parler de visite de jardin. C'est bien dommage. Je suis sûr que vous avez soit un jardin à faire partager, soit des visites à nous faire partager. N'hésitez pas, vous voyez, on n'a pas mangé les auditeurs précédents. Hommes, femmes, tout le monde est bienvenu. Que vous soyez de n'importe quelle région, de n'importe quel côté de notre Picardie, venez discuter avec nous. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Alors justement là, puisque tu parles d'aller chez des personnes qui se sont inscrites justement pour aller visiter leur jardin, alors qu'est-ce qu'il y a là? Tu n'as pas, par exemple, ce week-end qui va se faire? Non, j'ai pas. Non, malheureusement, c'était le week-end dernier qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le week-end de la Pentecôte, hein, forcément. Le samedi, le dimanche et peut-être le lundi aussi. Alors il y avait une opération qui faisait vendredi, samedi, dimanche. C'est vrai qu'ils auraient pu faire le lundi plutôt que le vendredi, mais en tout cas c'était vendredi, samedi, dimanche. Oui. Une autre c'était samedi, dimanche. Ouais. Alors est-ce que tout se passe dans la même région ou est-ce qu'on fait le circuit? En fin de compte, il faut, comment on va dire, il faut faire son petit circuit dans sa petite tête, mais de façon que ça soit, on peut en faire 2-3 à la suite, non? Dans la oui, même. Bien sûr, oui. Mais il faut se renseigner effectivement sur les ouvertures. Là, le week-end dernier, il y avait 2 opérations nationales où là vous aviez beaucoup de jardins ouverts en même temps. Après, ça dépend effectivement des propriétaires, de leur disponibilité, s'ils ont envie d'ouvrir toute la semaine. Là, c'est vrai qu'au mois de juin, effectivement, des jardins vraiment ouverts en semaine, c'est peut-être plus difficile à trouver. Mais dans le cadre d'une sortie d'association, on peut effectivement se programmer, ou une sortie entre amis. Moi, je sais que j'aime bien faire ça. On part à 2-3 amis, on regarde quels sont les jardins ouverts, puis on se fait un petit circuit, on se fait une petite bouffe, voilà. Et puis ça fait une très belle sortie souvenir. Surtout qu'il y a certains jardins, des fois, qui sont aussi en mémoire de personnes. Il y a aussi un côté un peu sentimental, ou des fois c'est un côté historique. Donc ça
amène à plein de choses, ces visites de jardin. Ne serait-ce aussi que la découverte des jardiniers passionnés. On peut rencontrer vraiment des personnes fantastiques qui ouvrent leur jardin et qui peuvent parfois même devenir des amis. C'est ce que j'allais dire, vous discutez avec je veux dire, quand vous arrivez chez la personne, certainement, si elle est aussi passionnée que vous, c'est normal que vous allez discuter avec la personne, elle discute avec vous, elle vous laisse pas dans son jardin, je suppose. Oui, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, donc après il y a des liens qui peuvent et puis c'est l'occasion de s'inviter entre jardiniers, venez découvrir le mien. Oui, voilà. Voilà, c'est là aussi qu'il y a des liens qui se créent. Il y a un petit échange. Voilà, et puis des fois on ne soupçonne pas de la richesse des jardins qui existent autour de nous, quoi. Donc il faut vraiment se renseigner, comme je disais tout à l'heure, notamment au niveau des offices de tourisme, aller sur les sites internet, on peut trouver aussi beaucoup de choses. Voilà, je vous le disais, aujourd'hui, c'est pas la grande forme de mon côté, même si je me suis fait quelques inhalations de thym. J'aurais peut-être dû aller jusqu'à la tisane de thym. J'ai pas bu de tisane de thym avec du miel, oui. Mais je me suis fait des inhalations encore ce matin avant de partir, là. Mais ça va un peu mieux, mais c'est pas encore gêne. Racontez-nous un petit peu. Alors, vous faites comment, vous, Pascal ? Du thym? Ah là, je suis allé couper, du thym frais au jardin. Oui. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai mis le thym dedans, j'ai fait infuser. Et puis, je me suis mis au-dessus de la casserole et j'ai fait des grandes inhalations. Voilà, tout simplement. Comme chez ma grand-mère. Par le nez, par la bouche. Et puis, on laisse aussi dans la maison, justement, diffuser ce thym et ça sent bon. Oui. Et ça assainit l'air. Et ça aide bien. Et comme j'ai un chat qui avait tendance aussi à éternuer, j'ai mis ça au sol pour que lui aussi en profite un peu. Ah voilà, comme ça, tout le monde est guéri. Enfin, va être guéri. Ça va un peu mieux en tout cas. Voilà, le thym. Voilà. Est-ce qu'on a une petite coupure musicale, Laure ? Comme vous voulez. Oui, j'allais justement proposer. Tu nous as calé quoi ? Alors, les Sweet People avec Où sont passés les beaux jours ? Oui. Oui, ils reviendront. Oui, je pense qu'ils sont partis. Et Tendre Cathy avec Christian Delagrange, comme Pascal ne connaît pas, comme ça. D'accord, merci. Christian Delagrange qui vient à l'anniversaire de Radio Pisalène, puisque c'est Christian qui est en tête d'affiche. Et puis j'espère, après cette coupure, un auditeur ou une auditrice en ligne, ce serait tellement sympathique. On va rappeler le numéro de téléphone ? Alors c'est le 03 44 75 30 00. Appelez, dites-nous si vous avez visité un jardin, ça nous fera bien plaisir. À tout de suite. C'est dans 15 jours, on va dire. Et si vous ne connaissez pas Radio Pisalène, eh bien, c'est le moment, justement, de venir vous balader. Tiens, pourquoi pas, on vient faire un petit tour à Radio Pisalène, on regarde un petit peu les jardins qui sont ouverts aux alentours, et puis, voilà, tout le monde est content. Et vous faites connaissance de la radio et en plus de tous les animateurs ici présents à Radio Pisalène, parce que il faut dire que nous sommes une radio depuis 34 ans, et nous sommes tous des bénévoles. Ça, il faut le dire, il faut le signaler. Voilà. Mais que serait la France sans le bénévolat ? C'est vrai que grâce au bénévolat, il y a de magnifiques choses qui se passent en France, et heureusement. Et alors c'est vrai que dans les environs de Noyon, il y a plusieurs jardins ouverts au public qui peuvent se visiter. Renseignez-vous, des jardins privés. Alors certains sont payants à la visite, puisque c'est vraiment le moyen pour les personnes qui les ouvrent d'entretenir ces jardins, d'apporter de nouvelles collections. C'est vraiment le but d'en faire un jardin ouvert au public. Donc c'est normal de participer à cet entretien, à ces créations. Mais il y en a autour de Noyon. Donc renseignez-vous. C'est effectivement une bonne idée pour ce 17 juin. Alors, nous, on va aller faire un petit tour dans le potager. Il faut toujours avoir un potager. Oui. Les deux sont bien les mêmes. C'est vrai, en fin de compte, potager, oui. Et puis, les fleurs, tout est bien. On se fait un bon petit tour. Il y a tout dans notre jardin. Parce que, j'entendais tout à l'heure, Laure ou même une certaine Edwige. Oh, je suis en retard dans mon jardin. C'est vrai. Mais, effectivement, il est toujours temps de semer. Et puis, c'est vrai que ces temps derniers, avec la terre très sèche que l'on avait, de toute façon, semer en pleine terre, mis à part arroser énormément, ça n'aurait pas servi à grand chose. Donc c'était pas plus mal d'attendre aussi.
Donc quand on a semé là, avec la pluie, ça permet aux graines de mieux rentrer un peu dans le sol, et puis au processus de germination de se mettre en place, puisque une graine en fait, qu'est-ce qu'il y a dans une graine? Il y a la petite plante qui est là, la plantule, qui attend tranquillement les conditions favorables. Et puis autour, il y a toute une réserve d'amidon, c'est l'énergie, pour que la plante puisse commencer à croître sans même avoir de racines, sans pouvoir aller se nourrir tout de suite dans le sol. Et il faut que toutes ces réserves-là deviennent disponibles pour la plante. Et il y a des enzymes qui se mettent en activité dans la graine, qui vont transformer l'amidon, qui sont des sucres complexes, des grosses chaînes d'amidon, ça va être transformé en sucre plus simple, que la petite plante qui attend dans la graine va pouvoir manger. Je rigole parce qu'il a une façon de parler, parce qu'elle avec la petite graine, hein, ça me rappelle maman et papa avec la petite graine, c'est vrai. Mais... Eh bien non, là je ne parlais pas de papa et maman, je parlais simplement de la petite graine qu'on va mettre dans le sol. Et donc en fait, il y a des enzymes qui vont transformer les sucres dans la graine, des sucres simples qui vont pouvoir être utilisés par la plantule. À ce moment-là, la petite plantule qui attendait sagement, sans arrière-pensée, va pouvoir se réveiller, se développer, et puis faire ses racines et aller se nourrir elle-même, devenir autonome dans le sol. Et donc, il est temps, effectivement, encore de semer des betteraves, de la chicorée, des choux, des carottes, même des courgettes, du fenouil, des haricots, du maïs doux. Alors tiens, justement, haricots, maïs doux. On peut les associer, ces deux plantes. Pourquoi? Parce que le maïs, c'est vrai qu'il a un développement végétatif très important. Vous avez des maïs qui deviennent très très grands. Donc ils ont besoin d'azote pour pouvoir bien se développer. Et le haricot, lui, il en fournit de l'azote. Là, il a une association avec des bactéries dans ses nodosités qui lui permet de capter l'azote dans l'air. Puisque dans l'air, il y a 78% d'azote. Et donc, il va rapporter de l'azote dans le sol. Et en même temps, le maïs, lui, peut très bien être un support pour le haricot. Alors, c'est sûr que... Alors, j'allais dire... Ah oui, c'est ça que j'allais demander. Oui. On les met en même temps, alors. Voilà, on les plante l'un à côté de l'autre. Ils vont pouvoir s'entendre. Alors c'est vrai qu'on va dire ah oui mais alors le haricot il va venir pousser sur le maïs. Ils veulent l'étouffer. Alors ils veulent l'étouffer, le maïs va moins bien produire. Pauvre petit pépère. Peut-être effectivement qu'il produira un petit peu moins, mais vous avez vos tuteurs qui sont là. Et vous avez quand même le haricot qui fournit de l'azote au maïs sans que vous ayez besoin d'apporter d'azote dans le sol. Donc il y a quand même une association bénéfique qui se fait. Et au final, même si chacune des plantes éventuellement fournit un petit peu moins, si on fait un calcul de ce qui est produit au mètre carré grâce à cette association, on n'est pas du tout perdant. C'est ce qui se passe généralement dans toutes les associations. Certes, on a peut-être un petit peu moins de production de chacune plante pris isolément, mais si on fait la totalité de tout ce que les plantes associées ont produit, on arrive à une production égale, voire supérieure à ce que l'on aurait eu grâce à ces associations. C'est ce qu'on appelle de l'amour. Maïs et le haricot. Et oui, le haricot va venir s'enserrer, va venir embrasser, enlacer le maïs. Et comme le maïs est un doux, eh bien ils vont s'entendre. Ah oui, et voilà. Qu'est-ce qu'on me ferait pas dire quand même ? Alors, ce qu'on peut semer aussi en pépinière, c'est le brocoli, les choux d'hiver, que l'on mettra un petit peu plus tard. Il n'est pas trop tard, là, on peut les semer. Oui, puisque là c'est le chou d'hiver, donc effectivement, il va pouvoir, en pépinière, il va pouvoir se développer tranquillement, avant d'être piqué, pour se développer pour cet hiver. De même pour le poireau d'hiver. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait encore faire ? Nos tomates, il faut quand même s'y intéresser à nos petites tomates. Donc on va pouvoir les tailler, les tutorer, et pourquoi pas bouturer aussi, il peut être encore temps, à partir de ce que vous taillez, faire bouturer vos tomates. Couper les fleurs de ciboulette, parce que les fleurs, alors c'est vrai que c'est mignonné les fleurs de ciboulette, mais ça va... la plante, là encore, va
concentrer son énergie sur faire la graine. C'est peut-être pas après tout ce que vous attendez de la ciboulette, c'est plus du feuillage. Ouais. Donc justement, pour éviter que la plante concentre son énergie sur la graine, vous coupez la fleur pour qu'elle refasse un peu de végétation. Coupe. Donc on coupe là. Oui, puisque nous, sur la ciboulette, ce qui nous a intéressé, ce sont les tiges parfumées. Oui, bien sûr. De même, la rhubarbe. Couper les tiges florales de la rhubarbe, parce qu'on dit toujours aussi que ça va épuiser la plante. C'est pareil, sur la rhubarbe, ce qui nous intéresse, c'est la feuille. Oui. Enfin, la tige, parce que la feuille, elle est toxique en plus. Hein, c'est bien la tige. On n'en a plus de rhubarbe là en ce moment-ci. Si on en a encore. On peut faire plusieurs récoltes dans l'année sur la rhubarbe. Oui. Ça doit, surtout là avec la pluie, ça devrait l'aider, lui redonner un petit coup de pouce. Et elle devrait repartir. Oui, moi je fais plusieurs cueillettes dans l'année. Hein. Dans l'année. Il y a toujours. C'est pour ça qu'il faut éviter justement de laisser la fleur, parce que sinon, pareil, la rhubarbe va se concentrer sur sa floraison, sur sa graine, et ne va plus trop faire de partie végétative. Je vous rappelle que la feuille de rhubarbe, elle, que l'on ne mange pas, bien sûr, qui est toxique, on peut l'utiliser justement pour protéger au jardin, soit faire un purin, soit faire un paillage, soit dans un coin du jardin pour atterrir les limaces, qu'elles aillent de ce côté-là et qu'elles ne nous embêtent pas dans le potager. On peut rabattre aussi le persil pour éviter aussi qu'il se concentre sur sa floraison, sur sa graine, mais on peut aussi en laisser des parties montées à graines pour se ressemer. Moi, je vais cueillir mon persil dans le gravier, moi. J'ai du persil qui se plaît bien, qui s'est ressemé tout seul comme ça, et j'en trouve là. C'est rare quand même dans le gravier, parce que bon. Bah oui, mais bon, pourquoi pas. Il s'est plus là, il s'est ressemé tout seul. Ouais. J'en avais en pot à un endroit, et puis ça s'est ressemé. C'est bien quand c'est naturel. C'est bien, voilà. C'est bien. Si vous avez des betteraves, c'est le moment de les éclaircir aussi. Hein. Les carottes, les betteraves, tout. Bon, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a, on éclaircit, on repique, on sème, on désherbe, on nettoie, on désherbe. Oui, ça, bien sûr. Hein. Voilà. PTB. Hein. Et puis prends ta binette et bine. Effectivement. Parce qu'en ce moment, ça pousse bien. C'est vrai que l'herbe, elle pousse. Hein. C'est pour ça aussi que c'est normal qu'au mois de juin on ait beaucoup de végétation. Oui. C'est pour ça aussi qu'on peut supprimer les stolons sur les fraisiers, parce que là aussi, soit on a besoin de nouveaux plants, donc on va sélectionner les stolons les plus vigoureux pour avoir des nouveaux plants, soit on supprime tout parce que on n'a pas envie que les fraisiers gagnent. Moi j'ai une variété de fraisiers, je sais pas du tout comment elle s'appelle, on me l'avait donnée, et c'est vrai que en termes d'envahissants, ils s'y connaissent bien. J'en ai aussi qui va dans l'herbe. Bon, c'est pas grave. Oui, ils font leur petite vie, quoi. À la limite, j'irai cueillir des fraises dans l'herbe. Ça me gêne pas. Oui. Par contre, c'est dommage parce que là, c'est vraiment, j'ai deux cueillettes. Là, je crois que c'est fini, j'en aurai plus pour l'année. Oui. Et là, on sentait qu'il commençait à souffrir du manque d'eau. Oui. Comme j'avais eu l'année où il avait vraiment fait encore beaucoup plus sec que ça, j'avais déjà des fraises qui commençaient à se dessécher sur pied, là. C'est vrai. Mais je pense que tout le monde ont le droit à ça, la sécheresse, l'eau, même la gelée, hein, parce que moi, j'ai des fraises qui ont gelé. Ah oui. Non, moi, c'est vrai, c'est dans un jardin qui est pas bien exposé, mais qui se trouve abrité. Donc là, j'ai pas eu ce problème de gel, mais plus, effectivement, il y a quelques fraises, là, j'ai eu qui se sont desséchées, que j'ai pas cueillies. Malheureusement, un petit peu de perte, mais j'ai eu des beaux bouquets quand même, là, cette année, j'ai pas à me plaindre. Par contre, le goût n'était pas toujours uniforme, pardon. Oui. J'avais quelques fraises qui n'étaient pas d'un goût extra. Donc moi j'aime bien les manger sans rajouter de sucre parce que notamment là c'est la semaine contre le diabète, hein, donc c'est pas la peine de rajouter du sucre partout. Par contre j'en avais, comme après j'avais la deuxième cueillette qui était quand même très inégale en goût. Ce que j'ai fait, j'ai coupé mes fraises en petits morceaux, j'ai rajouté quelques framboises donc j'avais acheté dans le commerce là parce que c'est vrai que ça va amener beaucoup de parfum les framboises, et j'ai mélangé ça avec un petit peu de sucre et c'est vrai que ça a été très bon comme ça, et même les fraises qui n'avaient pas très de goût, tellement de goût au départ, ça passe inaperçu et ça permettait de tout manger. D'accord. Ouais. Ah c'est comme on dit, c'est de l'astuce, hein, ça. Hein, voilà, il faut recycler, voilà. Et puis ça évite de manger tout le temps de la même manière. Mélanger dans du fromage blanc, c'est très bon aussi. J'ai vu des recettes de tarte aux fraises avec du citron où on utilisait le jus et le zeste du citron. Donc on fait un appareil un peu comme une tarte au citron en fait.
Et après, on vient poser les fraises dessus, et puis on passe ça au four, ou mélanger des fraises et des pistaches. On fait un appareil avec de la pâte d'amande, enfin avec de la poudre d'amande, pardon, et de la pâte de pistache, et puis on vient poser les fraises aussi par-dessus. Il y a plusieurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs recettes qui fait que faire une soupe de fraises aussi, avec soit c'est vrai. un jus de fraise, un petit peu de vin rouge, avec du cassis, ça relève aussi en mettant un peu de sirop de cassis. Là, avec les fraises, on peut aussi faire plein de choses intéressantes. On peut très bien en mettre aussi un peu dans les confitures de vieux garçons, hein, ces confitures qui ne sont pas du tout des confitures en fait, hein, parce que c'est des fruits dans de l'alcool, mais on met les fruits au fur et à mesure de la saison, on rajoute des fruits et de l'alcool, et après on mangera ça une fois que ça a macéré quelque temps. D'accord. Voilà, quelques petites idées. C'est dommage qu'on n'ait pas d'auditeurs. 03 44 75 3000, appelez-nous pour justement nous dire si vous avez visité un jardin ou si vous allez le faire ce week-end, hein, pourquoi pas, puisque ou si vous avez une recette, si vous avez une petite recette, hein. Voilà, qu'est-ce que vous faites en ce moment dans votre jardin? Vous savez qu'il y a plein de choses à faire, justement. Radio Puisalène, on est là pour vous donner un petit coup de main, vous aider et puis vous donner nous aussi des petits conseils. Voilà. Laure, toi, qu'est-ce que tu fais dans ton jardin? Moi, pas c'est grand. des fleurs, j'ai C'est pas de des jardin. fleurs, pas de jardin. Ah bah si, un jardin, c'est pas de potager, mais Une des petite fleurs. salade. Ah si, j'ai mis des pieds de tomates quand même. Ah, alors. Les pieds de tomates de Pascal. De Pascal Antini. Antini, avec l'association Cultive ta rue, c'est vrai que bien elles sont belles. Hein. Ah, elles sont belles. Il faut commencer à les accrocher. Là, j'ai vu à l'extérieur. Là, on va essayer de le faire tout à l'heure. Tiens, pendant que tu feras ton émission. Ah oui, bien sûr. Pendant que tu feras ton émission, oui, toi, voyons. 16h, 17h30. Hein. Oui, aujourd'hui c'est exceptionnel. Exceptionnel, tu termines à 17h30 hein, parce que on est débauché ailleurs. Il faut aller bouturer les tomates. Voilà, C'est ça, il faut aller faire les tomates. Et puis, bah oui, tu fais une petite heure et demie d'émission, c'est bien. Moi, je trouve qu'il faut, ouais. Ah bah oui, quand Tu même. as bien préparé, t'as préparé les Bah, petites on choses. verra bien si les auditeurs ça plaira. Hein. Oui. Alors Pascal, on va terminer tranquillement et gentiment cette émission, encore 10 minutes quand même, Oui. hein, Alors, justement. pour ceux qui pratiquent la taille en verre sur les fruitiers, tiens, j'allais tomber de ma chaise. T'es vraiment fatigué. On aurait rigolé. Oh, vous êtes vraiment sans cœur. Oui, Donc on peut Non, aussi- on aurait été ramassés quand même. Ah oui. Merci. Donc effectivement, on peut pratiquer la taille en verre sur les fruitiers en ce moment. On peut protéger des fruits. Alors pour ceux vraiment qui sont minutieux, qui veulent protéger leurs fruits d'attaque d'insectes, on peut aller jusqu'à enchasser les fruits, donc dans des papiers perforés. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, oui. c'est vraiment prendre fruit par fruit pour mettre dans des sachets. Mais sinon, c'est pratiqué avec les pièges à hormones. Ça, c'est pour éviter tous les insectes qui risquent de venir pondre à dans les l'intérieur, fruits, pour éviter de trouver des vers. Qu'est-ce que tu appelles la taille en verre? Donc, c'est-à-dire qu'on pratique une taille en ce moment, alors que le végétal est en verre à ses feuilles, alors que généralement on pratique une taille soit à l'automne, soit au printemps, Oui. avant le débourrage des bourgeons. Mais on peut aussi redonner un peu une forme ou supprimer quelques branches qui ne sont pas indispensables sur l'arbre parce qu'elles vont faire de l'ombre ou parce qu'elles vont tirer de la sève, alors qu'elles ne sont pas porteuses de fruits, par exemple. Oui. Hein, c'est pour concentrer la sève vers les branches fruitières, par exemple. Alors là, c'est tout le mois de juin, il y a 8 jours, il y a quoi? Il y a une date pour faire la Oui, taille non, en c'est verre. en ce moment là sur. C'est en ce moment. Sur tout le mois de juin, on peut effectivement. Tout le mois de juin, on peut le faire. D'accord, on intervient, on le faire, taille. puisque c'est une taille en verre, c'est vraiment sur la végétation. Alors, ça peut se faire sur le fruitier. Attention, surtout pas sur les kiwis, parce que sur un kiwi, vous allez provoquer une hémorragie. Il va pas être capable de cicatriser et vous risquez en fait de faire mourir votre kiwi. Hein. D'accord. Qu'est-ce que l'on pourrait encore faire pour protéger ces fruits? Alors, ça, tu le disais tout à l'heure, oui, on va pas mettre beaucoup de filets aujourd'hui sur cette année sur les cerisiers, mais bon, ça peut toujours être une idée, hein, des filets contre les oiseaux, effectivement. Hein. Donc, je le disais, tout ce qui va être les pièges à hormones, ou alors des pièges pour que les insectes viennent se noyer, comme je disais tout à l'heure. Toujours utiliser quelque chose de jaune qui les attire et mettre un liquide avec un petit peu de... Pourquoi du savon ou du liquide vaisselle? Parce que c'est un mouillant, en fait, qui va faire que si l'insecte
vient tomber, il va être l'eau va venir en fait beaucoup plus facilement sur son corps et va se noyer plus vite. Du savon noir alors, c'est ça non? Ou du savon non, savon ordinaire ou liquide vaisselle. Ou du liquide vaisselle, parce que ça va se diluer beaucoup alors, plus facilement. Il y a peut-être une quantité à respecter quand même, parce que un petit peu. C'est très peu, c'est juste ce qu'on appelle pour faire un mouillant, pour que l'eau adhère plus facilement sur l'insecte, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire encore si vous avez des ronces fruitières, par exemple des framboisiers, des mûriers, vous pouvez en bouturer aussi, hein, c'est faisable. Donc, généralement les framboisiers ça gagne tellement facilement, on est plutôt à chercher à les maîtriser qu'à les multiplier, mais pourquoi pas faire une bouture chez un voisin qui a une bonne variété de framboisiers, par exemple. Donc comme on parlait de taille en verre, on peut effectivement aussi éclaircir les pêchers, les poiriers, les pommiers, faire des paillages encore au jardin potager, c'est tout à fait possible de pailler autour des troncs, bien sûr. Pour ceux qui pratiquent les greffes, c'est le moment, hein, puisque les plantes sont en pleine vigueur. Donc des greffes en écusson avec les abricotiers, les groseilliers, les néfliers pour ceux qui auraient des nèfles, hein, ça se voit pas beaucoup, mais les pruniers. Voilà, quelques petites actions encore à faire, des traitements préventifs à la bouillie bordelaise aussi, puisque là on sait que avec le temps actuel on a le risque de maladie cryptogamique, donc ça peut être le moment d'appliquer aussi une bouillie bordelaise. Et ça, on peut le faire en préventif, hein, c'est ça qui est important. Hein. Oui, voilà. On va rappeler d'ailleurs le site, hein, justement pour la prévention de en ce moment Alors on peut aller plantes. Soit sur le site de la Fredon, FREDON, soit sur le site de la Chambre d'agriculture. Donc choisissez tant qu'à faire Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, ou à la limite, si vous êtes plus en limite de Champagne ou Île-de-France, vous pouvez aller voir les sites des chambres d'agriculture de Champagne ou d'Île-de-France. Oui. Si vous êtes plus proche régionalement, si vous êtes limitrophe, ça peut peut-être être intéressant d'aller voir ce qui se dit aussi de ces côtés-là, ou du côté de la Normandie. Voilà, encore dans ces petites idées. Dans les semis, moi je l'ai jamais fait, semer de la lavande, mais on peut le faire. La lavande, on peut aussi la dédoubler, hein, parce que c'est vrai qu'on a des pieds qui peuvent devenir très très importants. Mais si on veut dédoubler, j'attendrai, puisque là en ce moment elle est en train de préparer sa floraison, donc j'attendrai plutôt que la floraison soit terminée pour dédoubler la lavande. Mais on peut en faire du semis en ce moment. Oui, alors si vraiment ça n'a pas été fait, mais normalement vous l'avez déjà fait, tout ce qui est arbuste à floraison printanière, on peut encore on taille. Nettoyer, tailler, mais enfin là c'est vraiment les limites quoi. Oui. Hein. Ça aurait déjà dû être fait. Et puis tout ce qui est, si vous pratiquez l'arbre taupière, hein, donc c'est-à-dire donner une forme à vos arbustes, ça se fait beaucoup avec les buis. Là c'est vrai qu'en ce moment avec la croissance qui est assez importante, c'est sûr qu'en ce moment il faut beaucoup aller maîtriser ces buis, si vous leur a donné une forme de je ne sais quoi, de lapin, de tortue. Ah oui, c'est vrai qu'il faut retourner, aller voir si vraiment c'est un lapin. Ou une poule. Allez où ma poule? Ah oui, c'est vrai. C'est de l'art, ça. Hein. C'est vrai qu'il faut vraiment, il faut aimer, hein, parce que moi j'aime bien avec mes petits ciseaux comme ça. C'est un petit peu comme les cactés, hein. Tous les jours, des tout petits ciseaux exprès pour vraiment les tailler et puis. Ou les bonsaïs aussi. Les bonsaïs, voilà, exactement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sur les vignes, maîtriser les vignes en ce moment, raccourcir les rameaux qui sont trop envahissants. Donc là, on peut intervenir sur la vigne également. On peut tailler sa glycine et puis la marcoter aussi avant de la tailler, justement, mettre quelques branches en terre pour qu'elle s'enracine. C'est le moment de le faire également. De toute façon, tout est vigoureux en ce moment, donc on peut tenter beaucoup de choses. Tout est bon à faire, c'est le moment de le faire. Ben oui, on est au mois de juin et puis il n'est pas trop tard, hein, puisque juin, en 2 mois de temps, c'est vrai que ça peut même 3 mois de temps, ça peut bien pousser. Hein, et puis juin, c'est l'époque aussi où on va
récolter, généralement c'est aux alentours de la Saint-Jean, donc du 24 juin, toutes les plantes aromatiques ou toutes les plantes pour faire les tisanes. Ah oui. Là, on va arriver en plein dans l'époque, le tilleul, le thym, du romarin, basilic, toutes ces petites choses-là, oui. Ouais, donc là, parce que c'est généralement au mois de juin qu'elles sont le plus riches en essence, donc c'est là qu'elles sont intéressantes pour être récoltées. Et puis soit la camomille aussi. Oui, la camomille vrai, aussi, oui. Donc soit en conserver au congélateur, soit faire sécher et mettre dans des pots et puis se faire après des bonnes tisanes, ou même des tisanes dès maintenant si comme moi on est un peu HS. Oui, mais bon ça a été là aujourd'hui parce qu'on était bien, on était là aussi. Hein. On a soutenu Pascal. Oui, heureusement que j'ai mes deux femmes là. Oui, c'était normal. Donc là, c'est vrai qu'il avait peur quand il est arrivé. Je ne sais pas si je vais dormir sur la table. Non. Allume ton ordinateur, vas-y. Tu vas pas dormir sur la table. Voilà. Donc il y a plein de travail quand même à faire. Pourtant, le mois de juin, c'est le mois de la vigueur, mais alors moi, je suis pas trop mois de juin là. Mais ça va reprendre tout de suite. Hein. Mais effectivement, pensez à vos plantes aromatiques, à vos plantes de tisane, ça va bientôt être le moment de les récolter. Et puis renseignez-vous aussi sur tous les endroits où on va pour le 24 juin faire des feux de la Saint-Jean. Ce sont toujours des rassemblements assez sympathiques. Il y a beaucoup de fêtes, de manifestations dans des jardins, dans des places publiques qui se font. Donc c'est un moment aussi, un prétexte pour se retrouver. C'est toujours agréable. Alors moi j'avais donné les 2 dates là, puisque c'est vrai qu'on est au mois de juin, donc le vendredi 9 juin, donc faites passer donc le troc plante. C'est à Janvry, c'est ça hein le 10 juin également, soignez naturellement votre jardin. Et là, c'est à Béhéricourt. Le samedi 24 juin, initiez-vous au art, là c'est pareil, c'est à Carlepont. Et puis c'est pas très loin d'ici. Non, c'est pas très loin d'ici. Et à Noyon, donc le samedi 8 juillet, événement festif de clôture autour d'une soupe zéro déchet. Donc là, voilà, ça vous fait des petites sorties qui sont pas très très loin. Et puis renseignez-vous en ce qui concerne les petites sorties dans les jardins privatifs de chez chez les personnes. Il y a des jardins potagers, il y a des jardins d'ornement, il y a tout type de jardins qui peuvent être visités. En semaine, c'est souvent sur rendez-vous. Et puis donc certains sont gratuits, certains sont payants, mais ça ne me paraît pas indécent de devoir payer un droit d'entrée pour visiter un jardin quand on voit le travail que ça représente. Et puis quand les personnes veulent enrichir ces jardins de nouvelles essences, eh bien ça coûte cher aussi d'acheter des plantes. Je pense que nos auditeurs le savent. Ça représente un budget. Donc c'est tout à fait normal lorsque l'on décide de consacrer son jardin à la visite et d'y consacrer sa vie pour l'entretenir, pour en faire quelque chose d'agréable. C'est tout à fait normal quand contrepartie, on demande un droit d'entrée qui généralement n'est pas très élevé de toute façon. Non. Et puis ça fait du bien, ça nous fait du bien. De façon, ça nous donne des idées aussi. Moi, je sais que si je sors un petit peu à droite et à gauche, c'est vrai que là, quand je rentre, j'ai un week-end bien chargé et j'ai plein d'idées dans la tête. Voilà, tout à fait, c'est un moyen de se ressourcer, effectivement, de trouver des idées, des fois de trouver des solutions à un problème qu'on avait, et puis on se posait la question depuis longtemps, puis en discutant avec le jardinier, et voilà, tiens, il suffisait de faire ça, j'y avais jamais pensé. C'est ça, c'est toujours le monde le monde des jardiniers, d'échange, de partage, c'est toujours cet esprit qui nous envahit, qui nous porte. Merci Pascal. Oui, on a terminé donc cette émission. Plein de choses encore à faire dans le jardin. On dit qu'au mois de juin, non, c'est fini. Non. Allez vous balader chez vous, dans votre jardin. Prenez le temps, même passez-y une petite heure pratiquement tous les jours. Et puis là, vous voyez ce qu'il y a à faire chez vous, dans votre jardin. Voilà.
Tout à fait. Pascal, on se revoit quand? Dans un mois. Ah non, c'est vrai, on est Bah oui, en c'est les vacances. vacances. On est en vacances, juillet, août, les vacances. Tiens, ça on va pouvoir faire des grandes balades, justement, à droite et à gauche, tout autour de chez nous aussi. C'est vert, tout est vert, profitez-en. Et on se retrouve au mois de septembre. Youpi! Tout frais cette fois-ci. Oui. En Tout espérant, joyeux. oui, tout joyeux, voilà. Ça, la joie est toujours là, mais Mais oui. mais bon, le tonus est Ah un oui, peu c'est vrai moins. qu'il est pas là aujourd'hui. Oh, c'est bien déjà, c'est pas Ouais. mal. On va pas se plaindre. On a Allez, quand même eu des beaux sourires. ah oui, toujours là, Ah ouais. un trio d'enfer. Ah ouais, c'est bien. Merci Pascal. On va remercier les personnes qui justement nous ont appelés. Je me rappelle plus, c'est Martial et Janine. et Janine. J'ai pas osé de le redire parce que je vais Tourette. encore me planter. Oui. Merci. Continuez d'écouter Radio Pisalène, continuez d'échanger parce qu'il y a plein de belles choses à faire et à échanger. À très bientôt et profitez d'un très bel été au jardin. Oui. Alors, Laure, bien sûr, tu prends le relais 1h30 1h30, oui. Avec mes chansons bonheur. avec tes chansons bonheur. Merci mon petit Cadounet. De rien, c'était tout un plaisir. Oui, c'est vrai, mais je le sais, t'es un amour. Et puis, nous, on se retrouve très très bientôt. Oui, forcément, c'est normal. Oui. Bonne émission à toi. Merci. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Merci aux auditeurs et aux de nous écouter sur les 3 fréquences.